L'invité du jour. Bonjour Sabrina Agresti-Roubache, vous êtes secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et de la ville. Je voudrais tout de suite vous faire écouter ce que disait Sophie Binet de la CGT à ce même micro hier. La CGT appelle à la désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance, à l'image de ce qu'ont fait, je crois que c'est 32 départements qui ont annoncé qu'ils n'appliquaient pas cette loi. C'est ce qu'il faut faire partout. Dans les prochaines semaines, la CGT, avec un maximum d'organisations syndicales, associatives, de personnalités, travaille à des actions d'ampleur pour montrer leur détermination à faire respecter ce qui est écrit sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, qui est aujourd'hui piétiné par cette loi d'extrême droite. Refuser d'appliquer la loi. Qu'est-ce que vous répondez, vous qui êtes en charge de la citoyenneté et de la ville? Bon, que c'est moi, je suis toujours choquée d'entendre des responsables, syndicaux ou politiques, appelés à ne pas respecter la loi. On est un État de droit. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Enfin, si eux appellent à la désobéissance civile, que devient notre État de droit? Enfin, c'est irresponsable, irrespectueux et pas digne, pas à la hauteur. C'est de la politique pure. Parce que toute la journée, on explique, vous savez, à nos enfants, on explique aux gens, oui, parfois il y a des choses compliquées à faire, mais c'est la loi. On doit respecter la loi et que une responsable syndicale comme elle qui vient expliquer qu'il ne faut pas respecter la loi, alors elle a raison. Liberté, égalité, fraternité, État de droit. État de droit, et en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on écoute la Première ministre et le Président eux-mêmes, on a presque l'impression qu'ils n'ont pas spécialement envie qu'elle soit appliquée, cette loi. Quand ils laissent entendre qu'au fond, elle est déjà inconstitutionnelle et qu'ils s'appuient sur le Conseil constitutionnel pour détricoter cette loi. Il y a un côté un peu tartuffe quand même. Non, moi je dirais pas ça. La réalité, c'est que moi, vous voyez, je l'ai dit aujourd'hui dans la Marseillaise, ça s'invente pas, un journal local assez connu à Marseille, de dire, moi je me rappelle pourquoi je suis plus de gauche en fait, parce que ceux qui ont refusé le débat, c'est eux. Et je vais vous dire, l'arnaque absolue dont a été victime la NUPES, c'est celle-là. C'est eux qui sont tombés dans le piège de l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu aller au débat alors que le président de la République avait dit qu'il ne ferait pas de 49.3 sur cette loi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas débattu? 2700 amendements déposés et pas de débat. Une motion de rejet, ils ne s'attendaient pas, et moi c'est ma conviction profonde, à ce que la motion de rejet soit votée par le RN. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle quand même au peuple de gauche, parce que moi j'entends beaucoup de choses, il me semble bien, par exemple, sur l'une des mesures, et c'est vrai que sur le Conseil constitutionnel, le président a eu raison, parce que nous, on sait qu'il y a des cavaliers législatifs, comme on le dit communément, c'est-à-dire des mesures dans un texte qui n'ont rien à y faire. Mais quand Rocard faisait le RMI, qui s'est transformé en RSA avec Martin Hirsch, c'était bien 5 ans pour avoir les droits. Et maintenant, tout le monde monte au créneau, parce qu'on va parler de l'APA, par exemple. Oui, la question des inégalités entre l'inégalité même juridique entre ceux qui ont la nationalité française et ceux qui ne l'ont pas. Alors je leur dis, pourquoi est-ce que quand Rocard l'a fait, quand Martin Hirsch l'a fait, ça n'a gêné personne? Et maintenant, quand c'est un texte de loi qui sort, je le rappelle, il sort du Sénat, il y a ça part en commission mixte paritaire avec le texte du Sénat. Si nous avions eu le débat, on aurait eu un texte qui sortait de l'Assemblée nationale. Ce que vous nous dites donc ce matin, c'est que ça n'est pas inconstitutionnel, effectivement, que pour vous, il y a déjà dans les mesures qui existent, des ruptures d'égalité, comme on dit, c'est-à-dire le RSA, en effet, il faut attendre 5 ans si on n'a pas la nationalité française, donc c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que ce matin, Sabrina Agresti-Roubache, que vous condamnez ceux qui disent on n'appliquera pas la loi, comme ces élus de gauche? Est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez dire oui, nous appliquerons la loi? Nous appliquerons la loi. Moi, je l'ai dit, j'ai défendu ce texte de loi parce que nous avions besoin d'un texte de loi sur, par exemple, les délinquants étrangers. Vous voyez bien que l'actualité appelait à ce genre de mesures. Et je l'avais dit très tôt, c'est quand même le seul texte de loi sur lequel quasi toute la majorité, 70% des Français sont d'accord, sauf les partis politiques. La déconnexion. Je reprends juste les mots du ministre de l'Intérieur. Entre Saint-Germain-des-Prés et la vraie vie des Français à travers le territoire, c'est pas la même. Et on parlera tout à l'heure de Marseille. Ça prouve la déconnexion totale de ces élites-là qui ne vivent pas. En fait, ils ne sont pas dans la vraie vie. Ils ne comprennent pas, par exemple, que l'inquiétude des gens, c'est pas... Bien sûr qu'on a un sujet sur l'immigration irrégulière. Et quand nous, on fait, parce que moi j'aime bien quand on dit c'est un texte d'extrême droite, mais en fait, alors, je suis ravie que l'extrême droite, par exemple, valide le fait qu'on puisse régulariser des travailleurs irréguliers. Moi je dis, mais c'est magnifique. Enfin, je veux dire, ils ont changé. Non, ils n'ont pas changé. La réalité, c'est que eux aussi ont fait de la politique. Ils avaient dit qu'ils ne voteraient pas ce texte de loi, quoi qu'il arrive. Ils l'ont voté, mais personne ne leur a demandé, en tout cas,
personnellement, et la majorité présidentielle ne leur a pas demandé de la voter. En revanche, je me rappelle que et l'extrême droite et la NUPES ont refusé le débat. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et pendant ce temps-là, vous avez Éric Ciotti qui dit qu'il doute de votre détermination à vraiment faire appliquer la loi. Il écrit ce matin une lettre à Elisabeth Borne pour lui demander très solennellement de s'engager à faire vraiment appliquer la loi. Vous nous dites donc qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça passera par le Conseil constitutionnel. Mais j'allais dire, comme tous les textes de loi, tous les textes de loi passent par le Conseil constitutionnel. En fait, c'est comme si d'un coup, tout le monde découvrait nos institutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par exemple, moi, il y a un article, l'article 4, qui a été supprimé en commission mixte paritaire et qui concerne directement mon portefeuille, qui permettait en réalité aux demandeurs d'asile de pouvoir travailler non plus au bout de 6 mois, mais au bout d'1 mois et demi, une fois que leur dossier est instruit. Et si on est sûr qu'à la fin, ils auront un droit d'asile. Mais moi, je vais faire de manière réglementaire. Je n'ai pas demandé une loi, je ne demande pas à ce qu'on redébatte. Je vais voir si de manière réglementaire avec les administrations de mon ministère, donc du ministère de l'Intérieur auquel je suis rattachée, si on peut bouger sur l'article 4 qui a été supprimé. Bah, ça veut dire, dans ces cas-là, que vous non plus, vous n'appliquez pas vraiment la loi. Enfin, vous la contournez quand même. Non, je dis, c'était notre texte initial. En fait, la grande majorité du texte initial, cette mesure de l'article 4 était dans le texte initial. Donc je demande juste, comme ça, en plus ça me concerne, et c'est un sujet, moi, qui me touche particulièrement, de permettre, vous savez, permettre à des demandeurs d'asile d'être autonomes et de travailler s'ils en ont les compétences et si on sait qu'in fine, on va pouvoir leur donner un titre d'asile pour rester sur le territoire, je pense qu'il faut se battre pour cette mesure. Marseille. De manière réglementaire. Marseille. Sabrina Agresti-Roubache, mortalité en forte hausse, la ville la plus meurtrière de France, 47 morts depuis janvier dernier. Ça explose. Est-ce que Marseille est perdu ? Non, Marseille n'est pas perdu. Je ne peux pas entendre ça. Vous savez, dans le Marseille en grand, le président de la République, quand il était venu l'annoncer en septembre 2021, il avait promis des effectifs de police. 300 effectifs de police en plus, 3 compagnies de CRS permanentes, plus une CRS 8. En termes de magistrats, on a 20 magistrats au parquet en plus, et donc 20 juges au parquet et 10 juges d'instruction. Allez-vous réussir à inverser la tendance ? Moi, ce que je crois, hier, notre procureur Nicolas Besson a fait une excellente interview dans la Provence. Vous avez dû probablement la lire puisque vous m'interrogez. Il a parlé d'une mesure que j'ai proposée dès que j'ai été nommée à la citoyenneté. J'avais dit, il faut absolument un statut particulier pour les mamans nourrices. C'était moi, je me rappelle, on en parlait au stade Vélodrome. Et c'est moi qui dis ça au procureur. Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de pouvoir permettre aux femmes donc, qui sont victimes des trafics de drogue, quand on dit les mamans nourrices, c'est quoi une maman nourrice en 30 secondes? C'est des femmes donc, chez qui la drogue est cachée et dans 90% des cas, c'est pas moi qui le dis, c'est la police, elles sont forcées. Je dis, il leur faut un statut particulier sur le modèle du repenti de ce qu'on connaît en Italie pour pouvoir les protéger, elles et leurs enfants. Parce qu'on oblige les enfants, ils créent des dettes fictives, ces trafiquants de drogue, et il a raison, le procureur, de dire que ce sont des narcoterroristes. Ce ne sont plus que des trafiquants, c'est des narcoterroristes parce qu'ils tuent tout le monde sans distinction. À l'époque, ils s'organisaient sur les fêtes de réseau et qui terrifient tout le monde. Donc je dis, sur ces femmes, par exemple, qui sont la grande majorité des femmes seules, des familles monoparentales, où on oblige le garçon à être un chouf, et de l'autre côté, il y a un phénomène de prostitution. On le sait, on connaît ces phénomènes. Je dis, il faut un statut particulier pour qu'elle soit protégée, 2, qu'elle puisse parler, raconter, et c'est comme ça qu'on remontera les enquêtes. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, quand il dit aussi, il faut absolument qu'on puisse, de manière juridique, protéger, vous savez, les fameux choufs, les fameux charbonneurs, et que ce soit qu'on puisse saisir la justice sur le fait que ce soit la traite des êtres humains. Mais quelle excellente idée, c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, je le dis, il faut il faut un combat global. Ma première QAG, quand j'ai été députée... Question au gouvernement, c'était ce qu'il faut faire, c'est un désarmement financier massif des trafiquants. Aller les chercher de partout où ils sont, on sait où ils sont. Ils sont à Dubaï, ils sont à l'étranger, et là, il faut mettre le paquet. Parce que ça sert à rien, vous savez, je pense que tout le monde a bien compris que plus on attaque, et ça a été la stratégie du ministre de l'Intérieur, avec la préfète de police, qui ont dit on va faire du pilonnage, 70 points de deal en moins à Marseille. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut remonter aussi jusqu'à la source et la source financière. Absolument. Et quand vous réduisez, je finis juste, vous réduisez les parts de marché puisque vous pilonnez, vous enlevez des points de deal. Donc du coup, le marché devient plus sanglant. C'était un passage obligé, on le savait, on connaissait les conséquences, mais par contre, il faut une attaque globale et non, Marseille n'est pas perdu. Sabrina Agresti-Roubache, merci d'avoir pris le temps de venir ce matin sur RMC et RMC Story.